Ça y est, c'est bon. Donc on est en direct. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent. J'ai vu que Caroline avait pu se flouter. Je ne sais pas si c'est facile de se flouter. Oui, c'est dans les paramètres. Si vous allez dans les paramètres en bas, là, Ah il y a ouais, un bouton ok. floutage. Mettre un caméra. J'ai reçu la notification que le webinaire est en cours. Ok. Très bien. Bon, du coup, on a déjà quelques personnes qui sont connectées. Et puis on a déjà un petit cœur de soutien sur le webinaire. Donc on va encore attendre quelques secondes, le temps que des personnes nous rejoignent, et puis on va démarrer. Bon, on va peut-être y aller du coup. Alors, du coup, bonsoir à tous. Merci de vous être connectés du coup à ce webinaire d'information sur le DES de génétique médicale. C'est pas le premier qui a été fait, en tout cas c'est le premier qui va être fait conjointement entre la FGH, donc la Fédération française de génétique humaine, le CNEPGM, le Collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale, et puis la SIGF, qui est donc la Société des internes et jeunes généticiens de France. Donc vous voyez qu'on est 5 ce soir pour vous présenter notre belle spécialité. Et on va vous parler à la fois de la formation, à la fois de la pratique de l'exercice de la génétique et aussi de la recherche en génétique. Et pour cela, donc, on va déjà commencer par un petit tour de table avec donc les différents intervenants pour ce soir. Donc éventuellement, Caroline, si vous voulez commencer par vous présenter. Bonsoir, je m'appelle Caroline Schlutt-Bollard, je suis professeure de génétique à Strasbourg et présidente du Collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale. Damien. Bonsoir, Damien Saint-Laville. Je suis PEPH génétique au CHU de Lyon et président de la Fédération française de génétique humaine. Camille. Bonsoir, je suis Camille Porteret, je suis docteur junior en génétique médicale au CHU de Poitiers et là actuellement je suis en stage sur la plateforme de génome Sequoia à Paris. Et Quentin. Bonsoir à tous, donc moi c'est Quentin Sabac, je suis l'actuel président de la SIGF, qui est la Société des internes et des jeunes généticiens de France. Je dépends de Montpellier et je suis actuellement en interchu sur Bordeaux. Très bien, merci à tous. Donc, moi, accessoirement, je suis l'animateur de la soirée, je suis chef de clinique à Lyon dans le service du professeur Sans-Laville. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc, on vous a préparé quelques éléments de présentation pour faciliter la discussion. Mais surtout, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. On pourra y répondre donc au fil de l'eau ou alors à la fin du webinaire. Éventuellement, Quentin, si tu peux passer à la 3e diapo. Normalement, c'est bon. Super. Damien, on vous laisse. Oui, merci Quentin. On va vous présenter succinctement le DES de génétique. Il a été créé en 1995 par le professeur Jean-François Mattei. C'est un DES de médecine et son intitulé, c'est génétique clinique, chromosomique et moléculaire. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on a souhaité, Jean-François Mattei a souhaité que ce DES ait une activité clinique et biologique, une formation en clinique et en biologie concernant la génétique. La génétique est une spécialité qui est très encadrée par la loi, en particulier les lois de bioéthique. Il y a beaucoup des pratiques que nous réalisons qui sont finalement inscrites dans les lois de bioéthique, qui évoluent, comme vous le savez, régulièrement entre tous les 5 et 10 ans.
Et on a on va dire une spécificité, outre l'aspect, on va dire, clinique et biologique, c'est qu'on va pouvoir voir des patients tout au long de la vie, c'est-à-dire de la période prénatale, puisqu'on fait quand même beaucoup de diagnostic prénatal en génétique, en passant par l'enfance, l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte plus âgé, jusqu'au sujet adulte. Voilà, des fois, on peut être même sollicité depuis le changement de loi bioéthique sur des sujets décédés. Donc, on a une grande variabilité, effectivement, dans les âges auxquels on nous adresse des patients et aussi pour les pathologies. Donc, historiquement, on traitait surtout des pathologies, on va dire, malformatives, avec des syndromes très connus comme la trisomie 21, mais d'autres syndromes malformatifs, Kabuki, Charge, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des syndromes polymalformatifs. La déficience intellectuelle, tous les troubles du neurodéveloppement, mais également, il y a de la génétique dans d'autres spécialités médicales et on est sollicité pour de la neurogénétique, pour de la cardiogénétique, pour de la néphrogénétique, pour de l'ophtalmogénétique. Et je pourrais citer beaucoup de spécialités où il y a de plus en plus de génétique qui sont en fait mis en évidence dans des pathologies. Il y a également toute la phétopathologie. Donc, tout à l'heure, je parlais du prénatal, mais il y a aussi le fœtus. Et éventuellement, une fois que le fœtus a été interrompu, rechercher une cause génétique aux malformations qui ont été identifiées en période prénatale. Et il ne faut pas oublier aussi dans notre discipline qu'il y a tout un versant qui s'intéresse à la génétique somatique, donc la génétique des tumeurs, mais aussi la prédisposition aux tumeurs avec tout ce qui est oncogénétique. Donc, pour résumer, donc, dans ce DES, on a une formation à la fois clinique et à la fois biologique, et on a des patients qui sont de âge très variés et avec des spécialités ou des complications qui peuvent être neurologiques, cardiologiques, ophtalmologiques, etc., et sans oublier la partie oncogénétique. Donc, j'ai essayé de faire succinct, je ne sais pas s'il y a des questions, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble, effectivement, des pathologies qu'on peut nous adresser et des patients qu'on peut nous adresser. Je ne sais pas si vous aviez fini, professeur Sans-Laville. Oui. Parfait. Alors, concernant la formation, donc, voici un petit résumé de la maquette de notre DES. Donc, comme l'ensemble des DES, il se compose de trois phases. Une phase socle pour débuter, qui va durer 1 an en génétique, et qui est composée donc de 2 stages. Un stage donc de 6 mois, un semestre dans un service de génétique clinique, et un second stage dans un laboratoire qui peut être soit un laboratoire de génétique chromosomique, donc de cytogénétique, l'étude des chromosomes, ou bien un laboratoire de génétique moléculaire où là, on va venir plonger dans les chromosomes et regarder les séquences d'ADN, donc étudier les gènes. Donc ça, c'était pour la première phase, la phase SOC, un peu une phase de découverte, on va dire, de la génétique, où on commence à se former et à appréhender l'exercice du généticien médical. Et ensuite, cette phase socle, elle est succédée par une phase d'approfondissement qui, elle, dure 2 ans, avec un stage en génétique clinique, puis un second stage en laboratoire. Et une des particularités de notre DES, je pense, c'est que nous avons 2 stages libres, où voilà, nous pouvons aller dans un service qui nous plaît pour commencer à nous surspécialiser. Donc, beaucoup vont, par exemple, dans des services de pédiatrie, que ce soit de la réanimation néonatale, de la pédiatrie générale, de la pédiatrie spécialisée comme la neuropédiatrie, la néphropédiatrie, etc. Et c'est aussi l'occasion de faire des stages hors subdivision, c'est-à-dire partir de notre CHU de rattachement pour aller découvrir un autre terrain de stage et d'autres pratiques dans d'autres villes, et aussi, pourquoi pas aussi faire un stage à l'étranger, que ce soit dans l'Union européenne ou hors de l'UE, pour découvrir voilà, les pratiques de nos collègues, que ce soit dans le monde européen ou anglo-saxon. À la fin de cette phase d'approfondissement, il faut passer naturellement sa thèse d'exercice pour pouvoir avoir accès à la phase de consolidation que Camille va vous présenter juste après, qui s'appelle la phase de docteur junior. Donc, à la fin de cette phase d'approfondissement, vous devez avoir soutenu votre thèse d'exercice pour pouvoir passer à la phase d'après, que je laisse Camille décrire. Donc, merci Quentin. Donc, pour la phase de consolidation, donc l'année de docteur junior, elle dure 1 an. Elle est réalisable
au plan national. On a un appariement national, ce qui est différent des autres spécialités médicales où l'appariement est régional, ce qui permet de découvrir les pratiques dans d'autres centres. Donc, c'est 2 stages de 6 mois. Donc, on peut faire 1 an au même endroit, mais il faut faire 2 fois l'appariement sur la plateforme dédiée. On peut rester 1 an dans la même subdivision. Et donc, ces stages, c'est pour se préparer à son activité future. Et donc, il est conseillé de la faire dans des domaines d'exercice qu'on souhaiterait faire plus tard. Donc, soit plutôt en versant clinique, soit plutôt en version biologique et préparer en fait son activité professionnelle. Après, voilà, c'est aussi encore l'occasion de découvrir d'autres, de passer dans des terrains de stage que vous n'avez pas pu faire auparavant. Et voilà, c'est toute cette maquette est à penser et à organiser tout au long de l'internat et elle peut évoluer au fur et à mesure de vos découvertes dans la spécialité. Rien n'est figé. Et donc, à la fin de cette phase de consolidation, donc à la fin de la phase d'approfondissement, vous êtes docteur en médecine, mais vous n'êtes pas spécialiste en génétique médicale. Et donc, il y a le mémoire de DES à soutenir auprès de la commission régionale et pour obtenir le titre de docteur spécialisé en génétique médicale. Et je compléterai les propos de Camille sur ce qui est marqué juste en dessous, c'est-à-dire que évidemment tout au long de votre internat, vous pouvez faire des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires pour vous former à, on va dire, une surspécialité ou en tout cas à un domaine de la génétique qui vous intéresse, et aussi faire un master de recherche que le professeur Sanlaville décrira tout à la fin. Le lien, c'est vrai qu'on a un lien très fort avec le monde de la recherche, que ce soit le monde de la recherche clinique ou fondamentale. Voilà, vous pouvez agrémenter votre parcours, le designer à façon pour avoir une maquette de DES qui dure 4 ans, qui vous soit personnalisée et qui vous permette de vous former dans les domaines que vous souhaitez exercer plus tard, que ce soit du côté laboratoire ou du côté clinique, car comme on va le voir, comme le professeur Sanlaville l'a dit en guise d'introduction, le DES de génétique médicale est un DES hybride, mixte, et on y tient beaucoup, c'est-à-dire à la fois clinique et aussi biologique. Donc voilà, quelques mots sur le design de notre maquette. Et je laisse la main, je pense, au professeur Sanlaville pour les 3 FST qui sont accessibles pour notre formation. Oui, tout à fait. Je vais peut-être rajouter une chose que je n'ai pas précisé sur le DES de génétique, c'est qu'aussi dans la pratique, alors c'est valable pour beaucoup de spécialités, on a un intérêt tout particulier pour la famille, puisque conseil génétique qui peut avoir une notion héréditaire, et donc il y a toute la partie de l'information à la parentèle, le conseil génétique, donc on a aussi une prise en charge de l'ensemble de la famille, on va essayer de donner des conseils, donc c'est une autre dimension qu'on peut mettre en avant dans la pratique de la génétique médicale. Pour les internes qui s'engagent dans le DS de génétique clinique, chromosomique et moléculaire, il y a 3 formations spécialisées transversales qui sont possibles. Donc, il y a la FST de génétique et médecine moléculaire bioclinique, qui est coordonnée par le professeur Jean-Louis Guéant à Nancy, biochimiste, et moi-même, qui est composée en fait de 8 modules de formation pour approfondir ses connaissances au niveau, on va dire, phénotype biochimique, fonctionnel. Donc, ce qui est encouragé, c'est d'aller faire un stage autour de la transcriptomique, de la protéomique, avoir plus un phénotype, voilà, on va dire biochimique, de pathologie génétique. Et puis aussi pour les biologistes qui font cette FST, avoir plus de connaissances sur la partie clinique. Donc, il y a 4 modules biochimie, 4 modules qui sont plutôt cliniques. Cette FST se fait en 1 an avec 2 semestres et elle se fait en général durant la phase d'approfondissement ou en fin de phase d'approfondissement, ce qui est valable pour les autres FST. La deuxième FST possible, c'est la FST de phétopathologie qui est coordonnée par le professeur Tania Thiebitak à Necker, à la PHP. Donc, c'est aussi une formation en 1 an avec le souhait d'avoir une formation spécifique sur les pathologies fœtales et aussi de faire des autopsies fœtales, donc une formation pratique dans les services d'anatomocytopathologie qui ont une unité de phétopathologie. Et puis la troisième, c'est la FST de bioinformatique coordonnée par le professeur Pascal Roy et le docteur Claire Bardel, où là, l'idée est de donner des compétences minimum sur les pipelines d'analyse, sur un peu de codage pour augmenter ses compétences du côté bioinformatique avec toujours un versant, on va dire, pratique hospitalière.
Donc, vous pouvez avoir plus de renseignements sur le lien qui a été mis sur la diapositive. Voilà les 3 formations spécialisées transversales auxquelles peuvent participer les internes du DS de génétique clinique, chromosomique et moléculaire. Alors, au cours du DES de génétique médicale, il y a effectivement la formation pratique avec les stages, mais aussi une formation théorique avec des cours qui sont organisés au niveau national. Hein. Les promotions d'internes de génétique étant assez réduites, hein. On a en moyenne on a une vingtaine d'internes par an au niveau national par promotion. Donc, c'est l'occasion pour tous les internes de se retrouver lors de ces cours qui sont organisés donc soit à Paris, soit à Nantes. Alors, au cours de la phase socle, il y a donc 2 semaines d'enseignement, une par semestre. Donc, la première a lieu en novembre à Paris. Et puis une autre généralement fin juin, également à Paris. Donc ces cours vont permettre d'acquérir des bases solides nécessaires donc au cours de la phase socle. Donc on a ensuite les cours de phase d'approfondissement. Donc la phase d'approfondissement, elle est sur 4 semestres, et donc on va avoir une semaine de cours par semestre. Donc 2 semestres qui sont organisés à Nantes et qui sont combinés à des sessions de consultation simulées. J'y reviendrai après. Donc c'est au mois de décembre. Et 2 autres semestres, donc des cours à Paris fin juin, en même temps que la promotion de phase socle, ce qui permet aussi aux promotions de se rencontrer. Et enfin, en phase de consolidation, il y a une semaine de cours en novembre à Paris. Donc, pour les docteurs juniors, c'est une semaine de cours qui permet d'aborder en phase de consolidation des sujets qu'on a un petit peu, qui font moins partie de la pratique courante, vraiment des sujets d'ouverture sur ce qui sera la pratique de demain, mais aussi des aspects plus éthiques de la discipline. Donc, pour vraiment préparer à la pratique de la discipline. Alors, les enseignements sont en présentiel, donc sous différentes formes. Il y a des cours magistraux, des TD, des classes inversées. Donc, ce qui permet de faire une progression entre les différentes phases. Hein. Donc, en phase socle, on voit vraiment les bases de la génétique. En phase d'approfondissement, on va voir vraiment les différentes pathologies par type d'organes, hein, de l'oncogénétique, la dermatogénétique, des maladies neuromusculaires, etc. Et donc, en phase de consolidation, une ouverture un petit peu plus sur les pratiques d'avenir. Donc, les cours en présentiel vont être complétés par des ressources disponibles sur la plateforme numérique UNES Formation 3C. Et donc, les étudiants vont retrouver donc, des sessions de cours qui correspondent à leur semaine de cours en présentiel avec des supports de cours, des e-learning qui viennent aussi compléter les cours en présentiel, et également des auto-évaluations pour vérifier que les connaissances ont bien été acquises. Et donc, une fois que ces sessions de cours sur UNES Formation 3C ont été bouclées, cela permet de valider les enseignements donc pour chaque session, et l'étudiant obtient un certificat qui atteste qu'il a bien suivi l'enseignement théorique. Donc, on tient beaucoup à cet aspect, à l'aspect présentiel des cours, hein, et donc que vraiment les étudiants soient présents. Et je pense qu'ils apprécient aussi beaucoup de se retrouver déjà entre internes, entre promos, mais également c'est l'occasion de rencontrer finalement, ce ne sont pas que des professeurs ou des enseignants, ce sont vraiment vos futurs collègues, et c'est l'occasion aussi d'échanger avec eux sur différents aspects de la génétique et de la pratique associée. Alors, les consultations simulées, elles sont réalisées à Nantes, elles sont coordonnées par le professeur Sandra Mercier. Et donc, il y a 2 sessions de consultation à valider en phase d'approfondissement, donc ce qui permet de voir en fait d'une année sur l'autre la progression des étudiants. Donc, il s'agit en fait de mise en situation. Donc, l'interne va
donc va jouer le rôle du généticien et sera en face de comédiens professionnels qui vont dérouler un scénario. Et donc, à l'issue de cette mise en situation, il y a un débriefing en groupe avec les internes, bien sûr, les comédiens, les enseignants qui ont rédigé les scénarios, mais également des associations de patients, des psychologues. Donc, ça permet vraiment de revenir sur ce que l'on a ressenti, ce qui s'est joué pendant ces consultations simulées, un petit peu de prendre du recul et d'essayer un petit peu de comprendre ce qu'il y a dans des situations qui sont souvent difficiles, parce qu'effectivement, en génétique, comme on l'a dit, on touche à tous les âges de la vie et à des situations qui sont parfois très, très compliquées, des annonces de diagnostic, des annonces de maladies graves, du diagnostic prénatal, du diagnostic présymptomatique, des enjeux familiaux aussi. Donc, c'est très important de pouvoir en discuter. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la relation médecin-patient pour la pratique. Alors, après la formation, après l'internat, quelles sont les possibilités de pratique en génétique? Eh bien, donc, comme vous l'avez vu, on a un DES qui est mixte, clinico-biologique. Donc, il y a effectivement la pratique clinique, donc essentiellement des consultations et des avis en salle. On pourra donc analyser le phénotype du patient. Bien sûr, tout un travail sur l'arbre généalogique, c'est-à-dire analyser la famille et les différents phénotypes qui sont présents dans la famille. Donc, une fois qu'on a effectivement une vision de tout ça, on peut prescrire des analyses de génétique pour comprendre et faire le diagnostic. Bien sûr, derrière, le rendu des résultats et toute l'information au patient du résultat, du diagnostic, de la pathologie, de la prise en charge qu'il y a derrière, mais également du retentissement pour la famille. Et donc, un patient à qui on trouve une maladie génétique, à qui on fait un diagnostic, est tenu d'informer sa famille des risques de transmettre la maladie. Bien sûr, il y a tout l'aspect d'organisation du suivi du patient. Souvent, donc, c'est des maladies qui vont toucher plusieurs organes, qui vont avoir un retentissement aussi, un handicap sur la vie. Donc, il va y avoir vraiment à coordonner le suivi à la fois au niveau médical, paramédical, mais aussi médico-social. Et bien sûr, donc on traite pas seulement du patient, ça c'est vraiment la spécificité de la génétique, mais aussi de la famille. Donc il y a tout le conseil génétique, l'information sur les risques de transmission de la maladie à la descendance, et le risque aussi pour les autres membres de la famille. De l'autre côté, eh bien, il y a les pratiques de laboratoire. Alors avec d'une part la cytogénétique qui permet l'étude des chromosomes par différentes techniques, et d'autre part la génétique moléculaire, où là on va regarder vraiment les gènes au plus près et vraiment chercher des anomalies au niveau des bases de la molécule d'ADN. Alors, même si maintenant en pratique, quand même, dans beaucoup de laboratoires, cytogénétique et génétique moléculaire sont associés, bon, ça reste quand même deux domaines d'expertise et de formation différentes. Donc, on a un contact régulier entre cliniciens et les biologistes au niveau du laboratoire, puisqu'il y a des échanges d'informations, et ça, c'est vraiment très, très important. Et également une partie importante de la bioinformatique, puisque comme vous le savez, on a de plus en plus de technologies haut débit qui permettent d'acquérir un nombre considérable d'informations sur le patient, donc le séquençage du génome notamment. Donc, il faut des outils bioinformatiques pour les traiter et trouver parmi toute l'information génétique la base ou la seule anomalie qui va être responsable du phénotype du patient. Alors, dans la pratique, on peut effectivement avoir uniquement une pratique clinique. D'autres vont choisir d'avoir uniquement une pratique de laboratoire. Et puis, comme le DES est mixte, on peut avoir une pratique mixte, clinico-biologique, ou avoir une partie de bioinformatique et de laboratoire, une partie de clinique et de bioinformatique. Donc, en fait, ça ouvre quand même la possibilité à des formations, à des pratiques qui sont très variées.
Voilà, donc la génétique médicale, ça va vraiment, et le médecin généticien, alors qu'il exerce au niveau clinique ou au niveau laboratoire, donc ce qui est important, c'est qu'il va avoir une approche globale du patient. C'est une approche, une prise en charge aussi de la famille, c'est-à-dire on prend en charge le patient, mais aussi ses apparentés. On va avoir des choses très spécifiques aussi, comme le diagnostic prénatal ou parfois préimplantatoire, et le diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire faire le diagnostic d'une maladie génétique avant que les symptômes n'apparaissent chez l'individu. Et ça, seuls les médecins généticiens peuvent faire du diagnostic présymptomatique. Et surtout, si vous choisissez la génétique, en fait, ça va être surtout un travail d'équipe, et ça, c'est vraiment très, très important, un travail d'équipe avec les autres spécialistes, donc autres spécialistes d'organes, les pédiatres, d'autres, des biologistes, des biochimistes, des conseillers en génétique aussi, des psychologues, tous les acteurs du secteur médico-social, et aussi travailler avec tous les réseaux de centres experts, tous les collègues généticiens à travers la France et parfois à travers le monde, et également les acteurs de la recherche, parce qu'on a quand même un lien, les maladies qu'on traite sont souvent sont des maladies rares, on ne connaît pas encore tout, et on a vraiment un lien très fort avec la recherche. Alors, le mode d'exercice de la génétique médicale est quand même essentiellement un exercice hospitalier, que ce soit sur le versant clinique ou biologique, avec beaucoup de postes en CHU, mais également des postes maintenant en centre hospitalier, et aussi dans les centres de lutte contre le cancer pour ceux qui vont s'orienter vers une pratique plus spécifique en oncogénétique. Pour la partie biologique, il y a également des laboratoires privés qui peuvent offrir des débouchés. Alors, si on veut parler effectivement de recherche, Caroline l'a bien expliqué, on est souvent sur une ligne de crête entre le diagnostic et la recherche. On fait beaucoup de ce qu'on appelle de recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'en particulier dans les maladies rares, donc on a vu qu'il y avait le cancer, les prédispositions, mais on a aussi beaucoup de maladies rares, et beaucoup de nos services sont centres de référence pour des maladies. Eh bien, on va toujours essayer de trouver une cause génétique à des patients qui ont une association de symptômes inhabituels et qui ferait penser à une épigénétique, surtout si dans la famille, il y a d'autres patients. Et donc, on va toujours essayer de creuser pour essayer de trouver finalement la cause génétique, et les outils technologiques qui ont été présentés tout à l'heure par Caroline ne cessent d'évoluer. On a de plus en plus de compétences, la bioinformatique se développe, donc on est toujours à essayer de trouver effectivement le diagnostic pour le patient, pour diminuer en particulier l'errance diagnostique. Donc la recherche clinique, elle est très présente dans nos services. On a beaucoup effectivement de recherche translationnelle, d'études cliniques, d'autant plus, et je pense que c'est un point important à dire, on a des traitements qui arrivent pour les maladies génétiques. Quand j'ai débuté l'internat, les traitements, on en parlait, mais on ne les voyait pas beaucoup. Maintenant, il y a vraiment des essais cliniques. Il y en a actuellement, par exemple, sur l'achondroplasie, mais il y en a sur d'autres. Alors, historiquement, plutôt des maladies métaboliques, mais il y a de plus en plus de maladies, par exemple l'amyotrophie spinale infantile, qu'on pourrait citer, pour lequel il y a vraiment une recherche active et des essais cliniques. Donc, on est toujours effectivement proche de la recherche, donc soit de la recherche, on va dire, pour diminuer l'errance diagnostique, on va essayer de trouver des choses, soit de la recherche pour essayer finalement des essais cliniques, de la recherche translationnelle. On peut, comme on a souvent des maladies rares, rapporter des case reports, donc la possibilité de publier. En fait, quand on est interne dans le génétique, on a pas mal d'opportunités pour faire des publications, et on est soutenu souvent par l'encadrement, les personnes avec qui on travaille. On peut éventuellement rapporter des séries de patients, faire des revues de la littérature sur un sujet. Et puis, quelque chose qui marche bien aussi dans le domaine de la génétique, Caroline a appuyé sur les interactions que nous avions avec les équipes, au niveau local, mais au niveau national ou international. Et en fait, on a des réseaux qui nous permettent de faire des appels à collaboration quand on trouve un patient qui a quelque chose de très particulier, on ne sait pas ce qu'il a, ou qu'on trouve un variant génétique au niveau génotypique où on ne sait pas trop interpréter. Et donc, ces réseaux fonctionnent plutôt bien et permettent effectivement de faire avancer les connaissances et donc de publier. Et puis après, il y a la recherche, on va dire, plus fondamentale,
Et il y a beaucoup d'équipes de recherche qui font de la génétique en France, hein. Alors, on peut citer bien sûr Imagine, hein, sur les maladies rares, mais il y a d'autres centres qui font de la recherche, les GBMC à Strasbourg, et puis on pourrait en citer d'autres. Et donc, il y a beaucoup de CHU qui ont des laboratoires de recherche qui effectuent de la génétique. Et dans le cadre de l'internat, en fait, on conseille fortement de faire un Master 2 recherche, et la plupart des internes, mais les internes pourront compléter cette partie-là, vont s'engager vers un Master 2 recherche. Et puis pour ceux qui le souhaitent, surtout ceux qui veulent faire une carrière, on va dire, hospitalo-universitaire, parce que Caroline l'a rappelé, eh bien, le mode d'exercice est surtout hospitalier, pas exclusivement hospitalier, mais surtout hospitalier, et certains peuvent souhaiter s'engager dans une carrière hospitalo-universitaire. Et donc là, il faut une thèse de science, et ça, on peut le faire soit pendant l'internat, ou la plupart le font après l'internat. Donc vous voyez qu'on est quand même très, on va dire, en lien avec la recherche, soit la recherche, on va dire, clinique, translationnelle, soit en fait de la recherche plus fondamentale près des équipes de recherche qui travaillent proche de nos CHU. Je ne sais pas si vous voulez compléter les internes par rapport à cette partie-là. Je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Damien, c'est-à-dire que selon moi, la recherche, qu'elle soit clinique ou fondamentale, et la génétique sont les deux versants d'une même pièce. Et notamment quand on travaille dans le domaine des maladies rares, je pense qu'on ne peut pas se passer au moins de quelques connaissances dans le domaine de la recherche. C'est selon moi impossible. D'où le Master 2 au minimum qui est extrêmement conseillé. Mais moi, je crois que c'est sans doute 90% des internes qui réalisent un Master 2 soit lors d'un double cursus précoce, soit lors de l'internat, pour avoir vraiment cette hauteur de vue et cette formation complémentaire qui sert même dans la pratique clinique quotidienne, notamment dans la pratique de la génétique. Moi, je pense que c'est un véritable plus duquel on ne peut pas se départir de réaliser un Master 2. Alors, il y en a plein qui existent en France. Il y a le fameux magistère européen qui est fait par pas mal d'internes qui est à Paris, mais il y a aussi des masters qui sont locaux et qui sont parfaits pour se former au monde de la recherche. Parce que je pense qu'un Master 2 n'est pas fait pour avoir une expertise parfaite dans une surspécialité, mais au moins d'avoir une formation généraliste à la recherche qu'on peut appliquer ensuite, par exemple, à une thèse de science ou à un domaine dans lequel on veut se spécialiser. Donc, je pense vraiment que voilà, la recherche fait partie intégrante de l'exercice du généticien médical de nos jours. On ne peut pas s'en passer. Camille, est-ce que tu veux compléter ? Je rejoins les propos de Quentin. Donc c'est sur l'enquête, c'est bien 90% des internes et anciens internes qui ont réalisé le Master 2 et même quasiment 10% avant de faire l'internat de génétique médicale. Donc on a vraiment un lien qui est très étroit avec la recherche, et on est très encouragé par nos encadrants pour se lancer dans ces voies. Et il y a énormément de domaines, il y a énormément de possibilités. Et c'est même difficile de choisir là où s'engager, même entre les FST, le Master 2. Il y a la possibilité de découvrir plein de domaines, et c'est très intéressant, et chacun y trouve son compte. Effectivement, pour ajouter un point là-dessus, je pense que même quand on ne fait pas de la recherche au sens strict, on est de toute façon très proche de la recherche, puisque, comme le disait Quentin, avec les maladies rares, parfois on suit des patients avec moins de 100 cas décrits dans le monde. Et en fait, on est obligé de se tenir au courant de la recherche encore plus que dans d'autres spécialités, puisqu'on a voilà, des situations très rares en face de nous. Et puis, comme vous le disiez, Damien, tout à l'heure, on a certes une situation très rare en face de nous, mais on a donc la personne concernée, on a les familles, et c'est eux qu'il faut accompagner, que ce soit donc par un diagnostic le plus fin possible, ou alors que ce soit un accompagnement clinique aussi le plus adapté. Un point supplémentaire aussi en termes de formation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein, mais il y a des diplômes universitaires aussi qui existent, alors qu'ils ne sont pas forcément... il y a beaucoup de diplômes universitaires, pas uniquement en génétique, mais il y a de plus en plus de diplômes, typiquement sur la prise en charge donc dans les maladies rares, sur la recherche dans la maladie rare, puisque ça reste une recherche aussi très spécifique. Je pense que pour ceux qui sont externes, ils ont appris qu'il fallait des grosses cohortes pour faire une puissance importante pour les articles scientifiques. Et en génétique, voilà, avec des maladies rares, c'est plus compliqué de faire ce type d'études, et du coup, on doit s'adapter, et forcément, on se forme aussi pour ça.
Donc voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de tous les éléments qu'on voulait vous dire ce soir. Comme donc on vous a dit, donc ce webinaire a été prévu donc conjointement entre la FFGH, le collège et puis la SIGF. Et comme vous voyez sur la diapositive, donc la SIGF est sur pas mal des réseaux sociaux existants. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter l'association pour leur poser des questions. Évidemment, le collège et la fédération sont aussi disponibles si vous le souhaitez, bien sûr. Peut-être, on va rester encore quelques minutes. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat là pour l'instant, mais éventuellement, si on peut faire, voilà, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on peut peut-être déjà dire que la génétique médicale, c'est une spécialité qui a cette particularité de toucher toutes les périodes de la vie, puisqu'on touche le prénatal, on touche l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, donc aussi des maladies qui arrivent avec l'âge, mais on touche également depuis quelques temps, grâce à l'évolution de la législation, des situations donc finalement post-mortem. Et donc voilà, je pense qu'on doit être la spécialité avec l'intervalle d'âge le plus élevé de toutes les spécialités médicales. Comme on vous l'a dit, on a une grande importance de la prise en considération de la famille dans notre discipline, à la fois la famille au sens famille de la personne concernée, puisque quand on a un diagnostic, on peut être amené à finalement faire du conseil génétique, ou en tout cas rechercher la maladie génétique dans la famille. Donc on pense par exemple beaucoup au cancer, type le cancer du sein, et voilà, les mutations fréquentes comme celle de la mucoviscidose par exemple. Puis après, il y a la question de la famille en tant que famille des généticiens. Comme vous l'avez vu, on n'est finalement pas très nombreux en tant que généticiens. On a cette chance de globalement tous se connaître. Les cours de DES ont aussi ce gros avantage de finalement faire se mêler les différentes promotions. Alors ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que dans les semaines de cours de DES, les SIGF organisent très régulièrement une soirée pour que tout le monde puisse échanger autour d'un verre en plus des échanges dans les cours. La génétique, c'est aussi donc une spécialité clinico-biologique. On est tantôt clinicien, tantôt biologiste, tantôt les deux. Et je pense qu'on aura tous le même avis ce soir. Un clinicien doit avoir une bonne compétence en biologie et inversement, même si on n'en fait pas tous les jours. Par exemple, un biologiste, pour faire de l'interprétation de variations génétiques, il faut qu'il ait quand même des idées quand même très structurées sur ce qu'on peut attendre sur le plan clinique pour finalement aider au diagnostic. Puis après, on vous l'a dit effectivement plusieurs fois aussi, hein, c'est que la génétique, c'est extrêmement vaste. On peut faire de la surspécialisation dans n'importe quelle autre spécialité d'organe. On peut personnaliser son parcours à loisir avec les FST, les masters, les DU, et puis simplement les stages dans les différentes unités et services qu'on peut avoir en France. Donc il y a des centres de référence un peu partout en France sur les maladies rares, sur l'oncologie, avec parfois certains services qui vont être spécialisés en ophtalmogénétique, d'autres en oncogénétique, etc., etc. Donc ça fait une possibilité finalement de pratiquer la génétique qui est extrêmement vaste. Et éventuellement, justement, peut-être c'est un point dont on n'a pas discuté en introduisant le webinaire tout à l'heure, mais éventuellement pour attendre les éventuelles questions si jamais il y en a, on pourrait éventuellement refaire un petit tour de table, mais cette fois en expliquant un petit peu ce que chacun fait pour ceux qui sont déjà en exercice en termes de génétique, et puis ce que chacun souhaiterait faire pour ceux qui ne sont pas encore en exercice, si ça vous va comme façon de clore cette discussion ce soir. Très bien. Un petit peu les thématiques de recherche, les thématiques de soins, etc. Je ne sais pas qui veut commencer. Je sais pas. Caroline, tu veux commencer? Bon, allez, j'y vais. Oui, donc alors, moi, mon premier stage d'internat, je suis tombée amoureuse des chromosomes et depuis, je n'ai plus arrêté de... voilà, ça s'est confirmé. Donc, j'ai orienté ma formation vraiment sur l'aspect de cytogénétique. Actuellement, je suis chef de service d'un laboratoire de génétique où il y a des activités de génétique moléculaire et de cytogénétique moléculaire. Pour ma part, mon activité personnelle, elle se partage un petit peu entre les deux, entre des analyses de recherche d'anomalies chromosomiques, donc en routine, mais également des activités de génétique moléculaire, essentiellement dans le cadre des anomalies du développement, de la déficience intellectuelle, donc ça c'est et puis aussi dans les déficits immunitaires
et les anomalies dentaires. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment, on peut toucher des pathologies très variées. Donc ça, c'est pour ma pratique de diagnostic en routine. Et sur le plan de la recherche, donc je fais de la recherche sur les anomalies chromosomiques et j'essaye de comprendre pourquoi les anomalies chromosomiques sont responsables du phénotype des patients. Et j'essaye de développer de nouvelles techniques basées sur le séquençage au débit, mais aussi de développer des modèles cellulaires spécifiques pour qu'on puisse étudier de façon beaucoup plus stricte les conséquences de ces anomalies chromosomiques sur l'expression des gènes et au final le phénotype des patients. Très bien, merci Caroline. Damien, éventuellement? J'ai un peu le même parcours que Caroline, hein, donc moi aussi je suis cytogénéticien, donc généticien avec le desk, à l'époque ça s'appelait un desk de cytogénétique. Donc j'ai conservé pour ma part une activité mixte, donc j'ai une activité de laboratoire, on va dire en cytogénétique, karyotype, fiche, ACPA, analyse chromosomique sur bus ADN, et puis actuellement, comme Caroline elle l'a pas cité, mais on fait des génomes sur Oragen, elle participe également, donc les plateformes France Médecine Génomique. Je suis aussi plutôt spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement et les anomalies de développement embryonnaire. Et puis j'ai gardé une consultation du côté clinique, surtout autour de la prise en charge des enfants porteurs de trisomie 21, avec une activité à la fois de prénatal et de postnatal. Au niveau recherche, je participe à quelques essais cliniques, en particulier sur la trisomie 21. Et puis sinon, on essaye aussi de creuser, un peu comme Caroline, une meilleure compréhension de la mécanique chromosomique responsable de syndrome malformatif ou troubles du neurodéveloppement. Et sinon, je travaille avec Gaëtan Lesca sur l'écho génétique d'épilepsie. Très bien, merci Damien. Camille? Alors, moi, j'ai commencé l'internat en étant persuadée que j'allais devenir oncogénéticienne clinicienne uniquement. Et comme beaucoup d'internes, en passant en stage au laboratoire, j'ai une passion, mais moi, pour la biologie moléculaire, un peu plus. Et ça m'a fait évoluer dans mon parcours pour vouloir faire une pratique mixte clinico-biologique. Et donc, j'ai fait l'intégralité de mes stages en génétique. J'ai pas fait de stage libre. Or, j'ai fait de la génétique somatique, donc pour mon CHU, c'était considéré comme un stage libre, mais ça reste de la génétique. Et donc, j'aimerais me spécialiser dans les cancers, donc la génétique des cancers pour permettre de trouver des traitements, des thérapies ciblées, et en oncogénétique à la fois du côté des consultations, parce que je souhaite garder une activité de consultation, et en oncogénétique constitutionnelle. Et pour ça, le génome, les plateformes de génome telles qu'elles sont conçues actuellement me semble être une bonne façon de pouvoir concilier ces deux activités. Donc j'espère que mon activité pourra ressembler à ça, même si on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Très bien, merci Camille. Quentin? Eh bien, moi, je suis le plus jeune de la bande, puisque j'ai commencé mon internat en 2021. Donc, contrairement à Caroline, moi, je ne suis pas tombé amoureux des chromosomes, je suis tombé amoureux de la génétique clinique, plutôt, notamment des troubles du neurodéveloppement, étant issu de Montpellier. Donc, c'est vrai que c'est quand même une spécialité qui est locale. Donc, moi, je m'oriente plutôt vers une activité clinique pure, dans un domaine de troubles du neurodéveloppement, syndrome malformatif. Donc j'aimerais garder une activité uniquement clinique, et maintenant je m'oriente aussi vers une thèse de sciences, sans doute en épigénétique et développement, pour ensuite continuer sur une activité de CHU. Mais je pense, comme l'intervenant le disait tout à l'heure, qu'un bon clinicien ne peut pas être un bon biologiste, et inversement. Donc ce n'est pas parce qu'on a forcément une activité uniquement clinique, uniquement biologique, qu'on ne doit pas avoir de compétences dans l'autre discipline, bien au contraire. Je trouve d'ailleurs que le DES est très très bien ficelé pour cela. Donc, voilà. Donc moi je me rends plus dans une activité de consultation et de recherche, naturellement. Très bien, merci Quentin. Mais du coup, moi,
faire le même exercice que vous. Alors moi, je suis tombé dans la génétique quand j'étais petit, première année de médecine, où j'avais des cours qui avaient été faits à l'époque j'étais en Damien sans la ville, et que la génétique m'avait beaucoup plu, et c'est comme ça que j'ai vu un petit peu la lumière. Alors à l'époque, je ne connaissais pas vraiment le DES, et au fur et à mesure, j'ai compris que finalement cet équilibre entre la clinique et la biologie était extrêmement intéressant, avec cette possibilité de se former sur les deux et de se laisser la possibilité d'évoluer dans une carrière médicale pour pouvoir éventuellement faire les deux, c'est-à-dire être clinicien à un moment donné et biologiste à un autre moment. Alors finalement, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, dans la mesure où, malgré tout, la génétique actuelle, c'est pas la génétique de Mendel avec les petits pois, quelques tests génétiques et quelques maladies. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il faut quand même se surspécialiser, surtout quand on est médecin de CHU, et c'est vrai que, en tant que généticien, on est souvent en CHU malgré tout. Et c'est vrai que voilà, je me suis formé plus en clinique, parce que aussi, là où j'étais, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient faire de la biologie. Du coup, j'ai fait ce choix aussi pour le contact avec les patients, puisque j'avais commencé mon internat, pas faire un internat de psy, pour le côté neurodéveloppemental, les liens avec les familles. Et voilà, pour l'instant, ma carrière m'oriente aussi vers une activité de biologie en onco. Donc les choses aussi évoluent, et on peut changer un petit peu de carrière au fur et à mesure des possibilités. Et puis après, il se trouve que moi, j'ai une appétence particulière pour l'enseignement, et donc je m'intéresse, enfin, si on fait le lien entre les deux, je m'intéresse pas mal donc à l'impact des troubles du neurodéveloppement sur la formation, et comment finalement des personnes avec des troubles du neurodéveloppement d'origine génétique peuvent être finalement intégrées dans des circuits scolaires ou universitaires grâce à des adaptations, des stratégies d'apprentissage, voilà, des personnalisations des parcours plus fins que ce qu'on peut faire donc à l'heure actuelle, si on se pose pas la question finalement de variation de profil d'apprentissage entre les personnes. Voilà. Bah, écoutez, je pense que là, on est arrivé à peu près à 45 minutes du direct. On a le bonheur, on va dire, de ne pas avoir de questions dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête peut-être là, à part si vous avez un mot de la fin supplémentaire, mis à part que la génétique médicale, c'est une spécialité géniale, et que peut-être un élément dont on n'a pas parlé, pour celles et ceux qui s'intéressent à la spécialité, vous conseille fortement de faire un stage dans une unité de génétique, clinique et ou laboratoire. Parfois, c'est pas sur liste accessible d'emblée, mais c'est facile à demander la plupart du temps, puisque ça reste une spécialité quand même qui est assez particulière, que ce soit le lien avec le handicap, la question là, de l'activité biologique que beaucoup d'externes ne connaissent pas. Donc c'est important que vous la découvriez avant de vous jeter dedans à corps perdu au moment des choix. Voilà, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on... Je veux compléter, si jamais le stage d'externat n'est pas possible, on peut vous accueillir pour 1 ou 2 journées de découverte déjà au moins. Donc ça, on sera Oui. toujours ravis de vous accueillir, que ce soit en labo ou en consultation. Effectivement, oui. D'autres remarques, Camille, Quentin, Damien J'allais justement dire passer en stage. Donc, voilà. M'ôtez les mots de la bouche. Non, bah, ça va, on est raccord, on est cohérent, c'est bien. Mais je pense que c'est essentiel de passer en stage. Si vous posez des questions, vous ne pouvez pas découvrir la spécialité uniquement dans les livres. C'est pas possible. Donc, si vous avez la chance dans votre CHU de rattachement, enfin, dans votre université de rattachement, de pouvoir passer en génétique, je pense que ça peut être une très très bonne expérience pour vous. Et comme le disait Caroline, si c'est même uniquement 2-3 jours, pour avoir une vue d'ensemble de l'activité clinico-biologique, je pense que ça ne peut être qu'un plus pour vous conforter ou non dans votre choix. Je vois, on a une question, mais je pense qu'elle est un petit peu hors du cadre, mais on va quand même essayer d'y répondre. C'est une question sur une reconversion. Alors, si je dis pas de bêtises, vu la question, comment dire, c'est pas en génétique médicale au sens strict, c'est-à-dire que je pense que le DES porte ce nom de génétique médicale pour une bonne raison, c'est qu'on est médecin et que l'objectif c'est de voir des patients. Alors on a insisté sur le fait qu'on est très proche de la recherche, mais le fait de se former en tant que généticien au sens scientifique du terme, c'est-à-dire ne pas être soignant, c'est un autre type de formation. Et effectivement, ça passe par un cursus licence, master, doctorat standard. Donc voilà, j'avoue que je n'ai pas de réponse très spécifique à apporter sur voilà, un généticien accès à Plogroup ADN, surtout que j'ai peut-être un peu du mal à cerner exactement ce qui est attendu.
Mais voilà, moi j'aurais suggéré soit un cursus licence, master, doctorat, et la question c'est laquelle, enfin lequel, et ou alors une formation d'ingénierie biomédicale éventuellement. Voilà, bon bah écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là en l'absence d'autres questions, et puis donc le live sera de toute façon disponible sur Facebook, et puis la SIGF devrait normalement pouvoir le mettre à disposition aussi sur sa chaîne YouTube. Et l'idée c'est que voilà, si vous avez des questions, et vraiment n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à votre curiosité, et puis encore une fois, passer en stage en génétique si vous hésitez à faire cette spécialité. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Au merci. revoir.